Donc alors, ici, quand l'utilisateur saisit ces paramètres, donc ils vont être transmises à la couche présentation. Donc cette couche présentation, on va appeler la méthode logging de la couche service en transmettant ces paramètres d'authentification. Et au niveau de la couche service, on va appeler la méthode logging de la couche repository. Et la couche repository va simplement solliciter la base de données en lançant donc une requête SQL, comme celle-là par exemple. Une fois qu'on a retrouvé l'utilisateur, on va le retourner en tant que paramètre donc de retour de la méthode logging ici. Et ce paramètre, ce sera l'entité utilisateur. Donc ce qu'on va faire, on va alimenter l'entité utilisateur qui va être retournée. Donc ici, à la couche repository. Et l'entité utilisateur, c'est ce que vous avez programmé déjà maintenant. Hein. Si vous allez voir. Donc alors, utilisateur, allez, je vais mettre Java. Utilisateur. C'est simplement la classe que vous avez créée, donc entité utilisateur mappée à la table utilisateur avec S. Hein. On alimente un objet de cette classe qu'on va remonter à la couche service. Et la couche, Excuse-moi, Mounir, je te coupe. vas-y. L'entité, c'est bien, c'est bien la base de données. Donc l'entité a été alimentée automatiquement à partir de la base de données en fait. D'accord. Donc, dans le code, on voit bien entity qui est la base de données, qui est mappée donc avec la table qu'on souhaite. Donc ici en ligne 23, c'est la base de données et elle est mappée à la table utilisateur à ce niveau-ci, sur la ligne 24. C'est ça. Donc ces annotations vont donc mettre en place le mécanisme de mapping automatique entre la table physique, hein, donc sur PHP MySQL, et entre cette classe Java. C'est ça qui fait le pont, vous voyez? Cette connectivité entre deux mondes, entre le langage de requêtage qui est l'SQL et entre le langage de programmation qui est Java. Et on n'a pas se tracasser comment les données ont été récupérées via un protocole, hein, donc ici, entre les deux mondes. Nous, tout ça, pour moi, on fait abstraction de tout ça parce que ça a été délégué à Hibernate. Et le pilote GDBC de GDBC. Ça va? J'ai eu un problème de connexion, hein, mais je suis là. D'accord. Bonjour à tous. Ça va. Et donc alors, le repository va retourner toujours l'entité user à la couche service qu'on va créer donc alors aujourd'hui. On va la commencer parce qu'il y a pas mal de choses ici à apprendre, euh, des choses intéressantes. Et la couche service, en fait, c'est elle qui va s'occuper de mapping entre l'entité user et la classe user DTO. Je vous expliquerai pourquoi faire ce mapping. Donc alors, on reçoit en paramètre d'entrée l'entité user et la méthode logging de la couche service, il va mapper user avec user DTO, il va nous retourner un objet de type user DTO à la couche présentation. On verra tout ça après. Et une fois qu'on a alimenté user DTO, on va le remonter à la couche présentation qu'on va projeter à l'écran. Donc ça, c'est le petit rappel ici. Donc alors, nous, ce qu'on va faire, on va faire un zoom sur cette couche repository. D'accord? Ce qu'on vient de faire jusqu'à maintenant, c'est qu'on a travaillé la couche domaine, donc qui contient toutes les entités, toutes les entités. Ensuite, on a commencé l'élaboration de la couche config qui va contenir d'autres fichiers de configuration. On l'a déjà entamé, on l'a préparé. Donc pour la suite, on a préparé donc la couche entity ici. Comme ça.
Voilà. Donc alors, on vient de faire ça, ça. Et là. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On ne le voit pas très bien. Alors, yep, je vais quand même là surligner. Et on va faire comme ça, ce qu'on va faire, voilà. Ce qu'on va faire. Ok. Je vais vous l'inclure dans le support. Bon. Allez, je vais faire comme ça. Gagner de la place. Et hop. Voilà. C'est bon. Ok, donc alors, je continue. Je vais alors sur la couche repository. Donc alors, dans cette couche-là. Pardon ? Oui. La couche config, ça consiste à juste inclure Liquibase, c'est tout. Donc pour l'instant, la couche config, en fait, il ne contient que, donc ça c'est plutôt le truc ici, ça c'est la version MIDI-Smart. Il va contenir alors tous les fichiers de config. Ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, c'est, je vous expliquais le YAML config qui va nous permettre d'aller récupérer les paramètres, mais au niveau code Java. Ces paramètres, on les a mis où? Dans un package resources, ici, dans un dossier ressources. Tout ce qui est Liquibase, on l'a mise dans config Liquibase ici. Tu vois? Ouais. Bon, ouais. Dire tout ça. Et config, on va ajouter d'autres paramètres quand on va utiliser un peu Swagger, un peu. Bon, voilà. C'est pour tout ce qui est paramétrage dans notre application. Mais ça, on l'a pas codé. Non, non, non. C'est toi qui nous l'as fourni, en fait. Bah, pour tout ce qui est paramétrage, ce sont des fichiers de paramétrage, en fait. Et ces fichiers de paramétrage, quand tu vas, par exemple, faire des recherches sur Swagger, dans la documentation, à un moment donné, ils vont te fournir donc les paramètres à fixer. Alors, toi, tu récupères ces paramètres avec un copier-coller et tu les adaptes. Ouais, parce que nous, physiquement, on a codé les entités et c'est tout, pour l'instant. Ah oui, ça, on n'a encore rien fait. Hein. Après, on a fait, ouais. Non, non, on n'a encore rien. On n'a encore rien fait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va voir la couche repository et on va continuer. Et puis, à un moment, donc alors, où il faut les fournir, hein, donc je vais vous les fournir. Hein. Là, tout ce que vous avez fait maintenant, c'est ce que je viens de faire hein, ici. Donc, la base de données, c'est ce que vous avez réalisé hier. Et la couche domaine avec les entités. Et au niveau de la couche config, on n'a encore rien fait. Tout ce qu'on a fait, c'est juste en fait le YAML config. D'accord? Je continue. Ça va pour toi, Maxime, ou pas? Ouais, ouais, c'est juste que je me posais la question. On a fait la couche config. Je veux dire, moi, je me souviens pas de quelque chose. C'est vrai, c'est partiel en fait. On l'a pas fait la couche. La couche config, en fait, c'est juste un package contenant les paramètres qu'on va devoir faire au fur et à mesure. Ouais. Ah, d'accord. Limite, je peux faire comme ça. Je mets à jour, hein. Je retire ça. Je mets à jour hein, votre support. Donc alors ici, ce que vous allez voir ici, donc on va voir ce que c'est Spring Data, donc GPA. Donc, on va faire une démonstration. Hein, donc je vais vous faire une démonstration MIDI-Smart hein, et vous allez devoir mettre en pratique tout ce que vous avez vu avec moi. Voilà. Donc alors ici,
Il faut savoir que Spring a une couche Spring Data. Donc, alors, cette couche va nous permettre de fournir une solution simplifiant l'utilisation de l'interface GPA. Donc, souvenez-vous que l'interface GPA est une interface qui a été mise en place par Java, proposée aux différentes sociétés qui veulent implémenter des ORM comme Hibernate. Et Hibernate a implémenté cette interface GPA. Pour ça, il est largement utilisé. Pourquoi? Parce que voilà, c'est une solution qui a fait ses preuves et qui respecte les, les exigences de cette interface. OK. Donc alors, ici, vous avez votre base de données. Hein. Et alors, cette base de données, en répondant à la question de Sébastien tout à l'heure, Taon, j'ai parlé de GDBC. C'est un peu le pilote, ce qu'on appelle le driver, qui va nous permettre d'interagir avec une base de données à partir d'une application Java. Hein. J'ai expliqué ça dans le module base de données. Et alors, le module complet, pas la version short, que le GDBC, vous avez dû normalement le voir. On ne va pas le détailler, c'est simplement, il faut considérer que ce GDBC, c'est lui qui crée la magie. Nous, on est sur PHPMyAdmin, on ajoute, je vous ai fait une démonstration hier, on a ajouté Passion avec son adresse dans le code. Et quand on est allé sur cette interface-là, PHPMyAdmin, on avait vu Passion et adresse ajoutée. Ce sont deux mondes séparés. C'est qui crée le lien? Bien, c'est en partie le GDBC ici. Ça va. Et pour ne pas se tracasser sur le, comment dire, donc le code permettant d'établir cette connexion avec le protocole TCP/IP, avec pas mal de trucs à faire soi-même, bon, on a laissé faire donc GDBC Hibernate, donc faire ça pour nous. Simplement, on spécifie une chose. Quelqu'un pourrait me le rappeler. Donc, pour établir cette connexion. Ce qu'on appelle le connection string. Ça, vous voyez là, on met GDBC, c'est une sorte de protocole qui va nous permettre de faire le lien, le pont entre notre application Java et MySQL. En spécifiant l'URL, hein, le nom de la base de données, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Sachez que c'est valable pour les autres langages de programmation. Et alors, chaque type de base de données a une structure un peu particulière. Donc, pour atteindre les bases de données qu'il contient. Chaque moteur de base de données a une structure particulière qu'on appelle string connection string, c'est-à-dire une chaîne de connexion. C'est une URL unique qui pointe vers une des bases de données stockées dans ce moteur de base de données. Vous qui pouvez peut-être éventuellement à un moment donné travailler avec un autre type de base de données, vous êtes censé savoir cette information. Connection string. Je n'allais pas répondre à l'architecte, mais excuse-moi, mais je ne sais pas ce que c'est connection string. C'est ça que tu disais la dernière fois, là, only access point, un truc comme ça? Oui, c'est un only access point. Oui, le single access point. Single access point, c'est un peu un concept qu'on a vu dans plusieurs contextes, entre autres. Au niveau applicatif Java, vous avez un single access point, c'est celui-là, c'est le point d'accès unique. C'est la méthode main. Au niveau d'accès, en fait, pour accéder à votre base de données, vous avez un single access point qui est celui-là et qui est un identifiant unique de cette base de données, identifiant qui nous permet d'accéder à cette base de données à travers Internet, en fait, à travers votre protocole localhost, le protocole ici avec le host localhost, c'est une sorte d'adresse IP, celle-là, c'est le 127.0.0.1. Soit alors, moi j'ai des applications qui tournent avec des adresses IP fixes publiques. C'est-à-dire que ma base de données est hébergée sur un serveur distant et je peux l'ouvrir avec Server Management Studio. Je vais vous montrer. En attendant qu'elle s'ouvre,
Je vais vous montrer un site web parce que parfois vous allez dire oui, mais je vais travailler avec SQL Server Microsoft. Comment moi je vais écrire cette chaîne de connexion? Sachez qu'il y a un site web. Avant d'aller trop loin, Mounir, tu peux m'expliquer la différence entre JPA et ORM? Donc le GPA, donc c'est une interface. Ouais, Le Ils disent que c'est ORM, ouais. ils disent que c'est une API, enfin sur un site où je suis. Donc alors, regarde, je vais là. Je reviens sur le cours que j'avais abordé avec vous sur la révision là qu'on avait à ce niveau-là, donc prérequis base de données GDBC. Non, c'est pas ça. C'est plutôt Hibernate et String Data. Tu te souviens de ce slide, Maxime? Regarde. Ouais. Alors, Dans le même slide, tu as les deux concepts. C'est-à-dire que dans ton cerveau, tu vas pouvoir voir en commun les divergences et les convergences entre les deux termes. parce que ouais, on dirait que Hibernate c'est une classe et JPA une interface. Je sais pas, sur internet il marque que JPA que c'est une API, donc Non, Hibernate, ce n'est pas une classe. non, mais là je veux dire, quand tu vois Hibernate implémente JPA, on a l'impression que Hibernate c'est une classe et JPA une C'est interface. ça. C'est ça, c'est un ensemble de classes implémentant l'interface GPA. C'est plus qu'un ensemble de classes, en fait. C'est tout un framework. Comme tu vois ici à gauche, tu as JDBC qui se positionne entre la base de données Hibernate. Et Hibernate, il est là, c'est un ensemble de classes qui doivent implémenter, entre autres, cette interface GPA. Tu vois, c'est Java Query Systems API. Tu vois? Ouais. Tu vois la différence entre les deux ou pas? Bah, je vois surtout que c'est une API, pas une interface. Une API, c'est quoi? C'est un ensemble d'interfaces. Ouais, mais c'est pareil. Alors, une API, il y aura les trois couches, là, métier, tout ça, dedans. Il y a Oui, un, oui, il y a un oui, mais traitement. oui, cette API, en fait, est implémentée et proposée par Java, c'est pas par nous, tu vois. Ouais, Java, ils ont vu que pas mal de sociétés commencent à implémenter des ORM, entre autres Hibernate. Ils se sont dit, oui, ça va être, ouh là là, ça va être le bordel. Donc alors, ok, faites, vous êtes des personnes motivées, vous voulez créer des ORM, mais ok, moi je vais mettre en place une checklist et je n'accepterai que ceux qui respectent cette checklist. Je vais mettre en place un contrat et je n'accepterai que ceux qui respectent les clauses de ce contrat. Ce contrat, c'est le GPA, c'est Java qui l'a mis en place, et Hibernate va répondre aux exigences de ce contrat, en fait. D'accord? Alors, c'est dans le... Ça va? Donc, c'est dans ce module-là. Ouais. Ça fait beaucoup de couches différentes, hein. JDBC, passer par Hibernate pour seulement. Je C'est trouve que ça, mais il faut comprendre le mécanisme, en fait. Parce que dans une application enterprise, donc avec la force que cette application peut avoir et la valeur ajoutée qu'elle peut présenter à ton utilisateur final, heureusement que ce n'est pas une bête application installée sur une machine standalone, c'est-à-dire installée en local. Non, c'est une application, c'est une plateforme à ça, ce n'est pas une application. Ce que je vous montre là, ce n'est pas des classes Java et c'est bon, on n'en parle plus, non. ouais, mais tu vois, dans ton schéma, on se dit, mais pourquoi JDBC dans ce cas-là? Pourquoi pas directement Hibernate jusqu'à la base de données, quoi? Parce qu'Hibernate ne contient pas le moteur ou bien le mécanisme nous permettant de se connecter avec une base de données distante. Hibernate, c'est juste un framework qui va nous permettre de créer une sorte de mapping entre les classes que nous, on a créées, utilisateurs, facture, détail facture, et entre les tables que lui va Ouais, récupérer grâce à GDBC, en se servant d'une base de données distante, il va lire le schéma physique et il va créer le mapping entre les tables donc, celui qui fait le mapping, c'est du schéma JDBC. physique
ou Hibernate qui fait le mapping? Rendu accessible, excuse-moi, rendu accessible via G2C et lu par Hibernate et C'est lui mappé qui fait le par mapping. Hibernate. Bon. Il est mappé par Hibernate. Maintenant, jusqu'à mappage. maintenant, je n'ai pas encore parlé de Spring Data. Spring Data, c'est le nouveau-né que je vais vous intégrer dans cet écosystème avec vous là maintenant. Mmh. Mais Non, mais tu tu dois vois, effectivement ton bien chemin comprendre le de... rôle de ces briques pour comprendre à quoi sert Mais- Spring Data. Sinon, ça va être difficile de, tu vois. Ouais, ouais. Et le Eclipse Link ne te prend pas la tête avec ça, tu vois, ces trois petits points. C'est que ce sont substituables. Ouais, il y en a d'autres. Ouais, il y en a d'autres. Ces éléments, ce sont substituables l'un ou l'autre, ou l'autre, ou l'autre, ou l'autre. Tu Ouais, peux ouais. pas, celui-là, ne voir que celui-là. Par contre, ces éléments-là, ils sont complémentaires. C'est-à-dire, un se sert de l'autre pour créer notre système. Ça, c'est substituable à l'horizontale et à la verticale, c'est complémentaire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais, ça Oui. va. À peu près, ouais. À peu près aussi. Ça va? Donc, je rentre un peu dans le cœur du système. J'aime bien ce genre de schéma parce que ça vous donne un overview global là, avant d'entrer dans le... Ce que je fais, c'est chaque fois des petits zooms comme j'ai fait ici. Vous voyez avec moi, là, j'aime bien... Le cerveau humain travaille chaque fois, la plupart du temps, avec une analyse top-down, c'est-à-dire du général au spécifique. C'était marrant, une fois, j'avais rencontré un stagiaire qui a tout à fait le contraire, du spécifique au général. J'avais fait une petite étude sur ça. Et lui, bah, il a rééquilibré un petit peu le truc. Donc lui, il ne peut pas comprendre si je vais de général au spécifique. Lui, il va d'abord voir le spécifique qui est prêt à aller dans le général. Vous avez 98% d'humains, et ils ont ce sens-là, du général au spécifique. C'est pour ça que moi, je le prends par défaut. Même si vous l'avez compris, là, je vous expliquais, en fait, vous l'avez compris, mais ce qui vous tracasse, c'est le fait d'oublier, parce que voilà, si vous revenez demain, il faut revenir dessus. Et c'est comme ça, c'est la mémoire humaine, en fait. Vous avez court, moyen, long terme. Une mémoire court terme, il faut revenir, en fait, dans les heures à venir, les jours à venir. Après, c'est dans la poche, en fait. Ça va se graver dans votre tête. Voilà. C'est ce que je fais, en fait, ici, ce qui me permet parfois de participer dans des masterminds avec un esprit structuré. Là, par exemple, je vais devoir à un moment donné parler, je pense la semaine prochaine, sur un truc Ikigai. Mon objectif, c'est aider les personnes en reconversion professionnelle et des demandeurs d'emploi. Donc alors, moi, je prends ce schéma, celui-là, rien que ce schéma. Je médite là-dessus, donc 1, 2, 3 heures. Je ne fais que regarder le schéma, pas de papier blanche, pas de crayon, rien du tout. Je regarde, c'est tout. Et je grave ce schéma dans ma tête. Une fois, deux fois, trois fois, et après, ce schéma, il est dans ma tête, en fait. Je navigue dans ce schéma, d'un élément à l'autre, sans documentation, sans notes, sans prise de notes, sans rien du tout. Tout est dans ma tête. Mais tu fais penser à Pôle emploi, là. Pôle emploi. J'ai déjà vu ça quelque part dans un atelier, je crois. Mais bon, voilà, je ferme la parenthèse. Voilà. C'est ce que je vous invite à faire, ça va? On ne sait pas faire autrement. Donc alors, j'étais dans le connection string. Vous avez un site dédié à toutes les connection strings possibles parce qu'il énumère toutes les connexions string de tous les types de bases de données. Même attaquer un fichier Excel en tant que base de données, vous pouvez le faire. Je vous ai dit que j'allais vous montrer un cas concret sur une vraie base de données production. Voici ce que j'utilise pour mes bases de données SQL Server, Microsoft. C'est l'équivalent de PHPMyAdmin, mais version SQL. Et vous, pour MySQL, vous pouvez utiliser Workbench. Vous pouvez encore mieux utiliser Toad. C'est un outil qui est méconnu. Qui est une version gratuite. Et qu'à l'époque, mon chef de projet m'a incité en fait à l'utiliser. À chaque fois, j'échappais avec l'équipe de développeurs.
Et lui, il insistait et nous, on résiste. Mais finalement, je l'ai découvert en fait dans le monde du travail, dans d'autres projets, je trouvais que c'était très intéressant. Toad, notez-le, ça va? Vous le testez pas maintenant, mais après la formation, car là, on n'a pas beaucoup de temps. Mais je vous donne des petits tuyaux ici, ça va? Hein. Donc alors, ici, là, je vais me connecter sur une base de données, pas en local sur ma machine, mais sur un serveur en Allemagne cette fois-ci. Je clique sur le truc de connexion. Et ce que vous voyez là, une adresse IP fixe. Vous voyez, là. Donc, c'est un serveur en ligne sur Internet. Ça, c'est les bases de données que j'ai testées moi ici. Google Back. Le mot de passe. Je me connecte. Il me liste toutes les bases de données. Ça, c'est la base de données de production. Et ça, c'est les tables. Vous voyez combien de tables vous pouvez voir dans une base de données? C'est une petite base de données, hein, ici. Vous voyez le Migrations History, c'est l'équivalent de l'Equibase, le log back, vous voyez là? Et ça, c'est le Audit Logs. Audit Logs, c'est l'équivalent du fichier que j'ai expliqué à Morgane il y a 2 jours, qui va contenir toutes les actions effectuées sur l'application. Comme ça, si quelqu'un délite une pièce d'or, et que cette pièce d'or, en fait, est censée être vendue 5 fois la semaine prochaine, et qu'elle n'a pas été vendue, c'est cette personne qui va se faire taper sur les doigts. Je suis un peu le méchant dans l'histoire parce que je traque tout le monde. L'agence, en fait, à Bruxelles, et voilà. C'est une demande, voilà, que le client avait exprimée et qu'on a implémentée ici. Et Migration History, c'est quoi? C'est les changelogs, enfin, l'équivalent des changelogs, c'est ça? C'est ça, le Migration History, c'est l'équivalent de cette table que je vous ai montré là, ici. Là, donc c'était là. Donc je clique ici. C'est l'équivalent de cette table. Tac, 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 tac. Je diminue un peu la taille. Yep. Ok, ouais. Voilà, c'est l'équivalent de ça. Ce sont des tables, tu vois. Ok, je vois. Voilà. Ce sont des tables techniques. Vous n'allez pas chipoter dedans, c'est généré automatiquement, c'est géré par le système. Ça va? J'ai la possibilité de créer le diagramme, comme je vous ai montré, hein, du schéma ici. Je ne vais pas le faire, mais voilà. Au moins, avec moi, vous voyez des choses concrètes. Je vous projette déjà dans des vrais projets et ça vous permet de déjà trouver ça naturel. Ça, vous n'êtes pas à paniquer. Ouh là là. Soit. Donc, alors, je continue. Je suis là. Yep. Yep. OK, c'est bon, Maxime, pour ce schéma. C'est dans la poche ou pas? Bah, je vais faire avec, mais j'aurais préféré qu'il y ait moins d'intermédiaires, quoi. Entre Spring et puis JPA, Hibernate, JDBC pour aller à la BDD, ça fait beaucoup. Ah bah écoute, tu faciliterais la tâche de beaucoup de développeurs en créant une couche d'abstraction qui cache tout ça et qui Ouais, s'appelle Access Maxime. Yes. voilà. Une seule brique. Une Un seule. seul C'est carrément un nouveau langage. Invente le vérin. Ça va être trop stylé. Ouais, Exactement. Et on alors, attend encore 5 ans. on a encore 5 ans, bah, l'intelligence Le artificielle, temps pour que je comprenne ça, leur tu as connerie besoin. avant de pouvoir faire quelque chose de mieux. Mais bon, même s'il y a cette couche à Maxime d'abstraction, moi je vous invite dans une. Peu importe si vous suivez une formation, quoi que ce soit, il faut aller voir ce qui est en dessous du capot. C'est ça qui fait de vous professionnels. Et si ça plante quelque part, vous dites oui, mais Hibernate, ça a marché pour ce type d'application. Là, ça ne marche pas du tout. J'utiliserai Eclipse Link. Il faut avoir cette capacité de choisir ces outils. Mais si je te cache tout, tu n'aurais pas cette réflexion de se dire oui, C'est pour ça que je suis revenu, Arminia. Eclipse Link pour celle-là, Hibernate, tu vois. Ouais. Mais sache qu'en 2018, moi, le GDBC, je le détaillais hein, dans un module. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que JDBC, c'est que des acronymes, ça fait beaucoup d'acronymes et c'est pas parlant, quoi. Pour moi, ce n'est qu'un acronyme, mais les pauvres stagiaires qui étaient chez moi en 2010, début 2018, ils devaient implémenter ça eux-mêmes. Pour se connecter à une base de données, ils devaient, Ouais, sur tartine de code, ça ne sert à rien de vous montrer ouais. cette tartine de code. Je vous donne GDBC et c'est bon pour vous, la connexion.
Je ne trouve pas dans le design pattern singleton Si, ça là peut être sympa maintenant. de voir l'intérieur, voir un peu justement ce qu'on n'a pas à faire en l'ayant au moins vu, tu sais, mais juste vu. Voir, Ouais. parce Mais vous que allez le voir, là, mais avec nous, on est la manière développeur Java, mais on est Java, Spring, Hibernate, tout ça, parce que si on n'a pas nos outils en question, on ne sait pas le faire, quoi, en Java pur. mais vous allez le voir, mais d'une version un peu plus élégante, avec Spring Data. Pareil, petit aparté comme ça, ce qui serait intéressant qu'on comprenne bien aussi, c'est à quel moment on va utiliser Hibernate, à quel moment on va utiliser Spring, à quel moment on va utiliser une autre API quoi, ou un framework. Je Ça réponds à ta aussi, question sur place, c'est très parce intéressant. qu'en fait, il ne s'agit pas d'outils substituables, ce sont des outils complémentaires. Donc, on va les utiliser tous là maintenant. Ah, mais si je comprends, c'est surtout par rapport à ce que l'on veut créer en fait à la base. C'est-à-dire que bon là on va sur un CRM, mais demain si on fait une autre application, on va pas réutiliser automatiquement Spring et Hibernate. On va utiliser d'autres parce que il y a des fonctionnalités qui vont le désirer quoi. Oui, C'est ça. Ce que je veux comprendre, c'est pourquoi j'ai pris Spring et pas un autre, et pourquoi j'ai pris Hibernate et pas un autre. Tu vois, ce genre de choses-là. je réponds à ta Pour question. trouver du taf. Ouais, Aussi, ouais, je réponds à ta question mais, directement. mais pour être pro aussi. Donc, vous vous attaquez un peu le secteur du management. Ok. Moi, j'avais un ami qui est un développeur. Oui, il développe comme vous. Sauf que lui, en fait, il est tombé sur une niche. Qu'est-ce qu'il développe? Il développe des pilotes, des caméras qui filment des caméras sous-marines. Sous-marines. Donc, sous-marins. Voilà. Sous-marine. Sous-marine. Voilà, sous-marine. Donc, alors, il développe des pilotes, des caméras sous-marines qui doivent résister, je ne sais pas moi, une pression de 1000 mètres en dessous de l'eau, quoi. Et il développe ça avec C++. Lui, éventuellement, il ne va pas utiliser Hibernate, il va utiliser Eclipse Link ou bien d'autres frameworks ORM. Mais vous, vous êtes dans le secteur du management, de gestion. Vous allez devoir peut-être gérer un stock. Vous allez peut-être gérer des profils des salariés. Tant que vous êtes dans le secteur de gestion, ce sera toujours la même chose ici. En tant que développeur junior, vous ne vous prenez pas la tête avec d'autres ORM. Vous prenez le plus utilisé, le plus populaire et qui a fait ses preuves. Vous le maîtrisez, hein, comme ça vous êtes opérationnel et vous épargnez du temps à voir en fait étudier les différentes ORM, donc ici, mais vous n'êtes pas opérationnel parce que vous les connaissez, sauf que vous ne pouvez pas créer une application concrète qu'on peut voir visuellement, tu vois. Tu n'es pas spécialiste ORM, donc en tout cas, là maintenant, quand tu es développeur junior, mais tu es concerné par le fait de me fournir quelque chose hein, pour que je te fasse confiance. Tu vas pas me dire, oui, mais je suis le spécialiste ORM. Ok, bah écoute, moi j'ai des clients qui m'attendent, j'ai des impôts qui m'attendent à payer. Est-ce que tu crées mon application ou pas? On cherche quelqu'un d'autre. Oui, je peux créer ton application parce que j'apprends des outils qui entrent en complémentarité pour délivrer te délivrer une valeur ajoutée. Mais je peux revenir sur ça là-dessus, mais pas maintenant. Peut-être dans 2 ans, dans 3 ans. C'est OK pour toi, Sébastien, ou pas? Tu vois un peu le. Ouais, je vois à peu près l'explication, je la comprends. Après, je reste toujours sur bon, il faut que j'intègre la chose quoi, parce que je reste toujours sur l'effet savoir un petit peu quoi qu'est-ce. Je regardais en même temps pendant ton explication sur Internet, l'ORM, comment ça dispatche, etc. C'est vraiment l'intermédiaire, ouais. C'est Je pense ça. qu'il Donc veut alors, parler des starters, tu sais, ce qu'on doit sélectionner au début de projet, les choses dont on a besoin Pour enfin, travailler voilà. sur Mais lui, un l'implémentation qu'on niveau doit faire. au-dessus, c'est-à-dire que on se met pas parce qu'on parle de starter avec Spring, mais lui, il parle un niveau au-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas des starters pour dire, bah, je vais choisir Spring ou je vais choisir, bah, non, je vais choisir une autre méthode que Spring, enfin, un autre framework ou carrément du Java pur. Tu Moi, vois, je partais de l'aspect client, en quel est fait. Tu rencontres le client, quel est tu le rencontres le facteur client, qui fait que je vais choisir ça plutôt qu'autre chose? c'est ça.
Oui, En partant de l'entretien client, alors je vais peut-être un peu trop, c'est peut-être pas notre devise sur l'instant T en tant que simple développeur, mais c'est tu rencontres le client, voilà, il te dit voilà, moi je voudrais ça, 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 ça. Qu'est-ce qui fait que je vais dire bah tiens, parce qu'il m'a demandé ça, je vais prendre Spring et Hibernate, ou je vais prendre un autre ORM XY parce que bah, c'est plus adapté. C'est ça oui, qui, dans la réflexion, comment on peut se poser cette réflexion? oui. Donc alors, en fonction de la collecte de mes besoins, la réponse à ta question va se faire dans le cadre d'un POC. Et dans le cadre d'un POC, toi, ce que tu vas faire en fait, c'est tu vas voir le fonctionnement de chaque, de chaque framework. Tu ne vas pas tous les étudier. Tu vas simplement partir des mots-clés du besoin de ton client et tu vas regarder sur Internet. Donc alors des solutions qui ont été déjà implémentées, qu'est-ce qu'on a choisi comme solution? Et la question que tu te poses toi maintenant, donc c'est une question que d'autres développeurs posent dans l'autre bout du monde. Et tu trouverais donc des questions avec des réponses. Tu vas installer donc alors les frameworks les plus utilisés. Tu vas faire des petits POC, un petit projet, et tu regardes. Ça, c'est un scénario qui se répète au début de chaque projet, hein. C'est quelque chose, ce n'est pas nouveau. Ce que je vous dis maintenant, c'est depuis le temps. Maintenant, vous, pour l'intégrer, OK. Moi, j'ai enseigné Struts à un moment donné. J'ai enseigné Spring. J'ai enseigné, donc alors j'enseigne Symfony dans le cadre de PHP. Et dans le cadre de C Sharp, en fait, Entity Framework. Donc, j'enseigne pas mal de frameworks. Et j'ai cet avantage de pouvoir avoir une vue transversale de tous ces frameworks. Et alors, moi, je te dis, de ma position, là, donc avec mes connaissances sur d'autres frameworks, donc pour choisir le bon framework, simplement, tu pars du besoin client, tu regardes la gestion, par exemple, d'un magasin ou bien d'un stock. Eh bien, bah, je tape simplement en anglais, et voilà. Donc, Best Framework to Manage Store. Ah, là, tu trouverais en fait donc des solutions. Maintenant, pour un peu vous cadrer par rapport à ces questions, sachez que Spring est le plus utilisé dans le langage Java. Vous n'avez pas à craindre et se dire oui, peut-être je me suis trompé dans le truc et puis après je vais devoir refaire marche arrière et choisir un autre framework. Spring avec Hibernate, c'est vraiment le duo gagnant, le plus utilisé. Ils sont gratuits, ils sont très puissants, ils ont la même puissance que les autres frameworks dans d'autres langages comme Link et Entity Framework et Symfony et Artisan. Donc par défaut, vous partez de ces outils du moment où vous êtes toujours dans le cadre de la gestion de quelque chose. Vous n'êtes pas en train de développer un pilote, donc alors des caméras sous-marines. Vous voyez ce que je veux dire? Vous restez dans cette configuration. De toute façon, on ne vous demandera pas en tant que développeur junior de faire des choix sur des projets qui coûtent des millions d'euros, donc à des technologies. Si on vous le demande, on fera en sorte qu'il y a un expert ou bien freelance qui vous pilote ou bien qui va faire ça pour vous. Ça va? Je continue et voilà, en avançant, vous allez voir un peu le truc. Donc ici, si vous travaillez avec JDBC, donc alors, c'est des tonnes de code en fait pour pas grand-chose. Simplement attaquer une base de données. À Hibernate simplifie la tâche. À Hibernate, il suffit juste de créer ces entités là. Et donc la connexion se fait automatiquement entre les tables et les classes. Donc alors, avant, on faisait ça à la main, hein. On n'avait pas ces annotations et il fallait implémenter tout le code qui était derrière tout ça. Maintenant, vous ajoutez une annotation, c'est fait pour vous. Donc, j'ai ajouté cette annotation. Je vais dans le main ici. Et pour sauvegarder, you will save. Pour sauvegarder une spécialité, tout ce que j'avais à faire, c'est simplement appeler la méthode save. Et pour sauvegarder un utilisateur, je crée un objet, je l'alimente, comme vous avez vu avec moi dans le cadre de BMS, et j'appelle la méthode save et c'est fait pour moi.
Une seule ligne de code. Avant, c'était pas comme ça. Avant, vous voyez de l'SQL dans le code Java, avec les connexions, avec les sessions, avec, vous voyez? Vous appelez la méthode save et c'est fait pour vous. Grâce à quoi? Grâce à cette couche Hibernate qui respecte le GPA. Et donc alors, encore maintenant, avec Spring, vous allez voir encore une couche de simplification. Ça, on va encore le simplifier avec cette couche Spring Data. Bah, maintenant, Spring Data, je veux faire un zoom ici, sur cette couche. Ça va? Vous avez ça qui manipule tout ça. Et là, je vais faire un zoom ici. Et donc alors, Spring Data, donc il comporte de nombreuses fonctionnalités en étendant l'interface repository. Alors, tout en étant une solution simplifiant l'utilisation de l'interface donc GPA, ici. Donc, nous, dans notre application GPA, dans notre application Java, on voit en fait donc cette interface. Donc, je vais fermer cette classe. Je vais fermer ça. Donc, alors, tout ce que vous voyez là, donc entity, entity. Donc là, par exemple, c'est une annotation qui fait partie de Java's Persistence Entity. Java Persistence, eh bien, ce sont des packages appartenant à cette interface GPA. Une version Hibernate, une version GPA. Mais voilà, vous dites que dans votre application, vous avez jusqu'à maintenant utilisé Hibernate et GPA. Maintenant, dans votre application Java, c'est-à-dire le code système que vous allez devoir taper, vous allez passer par Spring Data. Ça va? C'est-à-dire que votre application va utiliser Spring Data. Donc, alors, un petit zoom sur Spring Data. Spring Data donc, comporte de nombreuses fonctionnalités étendant l'interface repository. Donc, alors, ici, vous allez créer des classes. L'objectif de ces classes, c'est simplement interagir avec la base de données. Et on va créer une classe par entité métier, c'est-à-dire utilisateur, il va y avoir utilisateur repository, facture repository. Et facture repository, ce sera la classe qui va englober toutes les méthodes et les CRUD permettant de manipuler les factures au niveau de la base de données. Ça va? Et donc alors, cette classe facture repository, donc pour automatiser certaines implémentations et utiliser l'implémentation proposée par Spring, on va hériter de l'interface GPA repository à partir de ces classes. Donc alors, voilà. Ici, vous voyez cet héritage. Hein? Donc vous voyez cet héritage. Vous avez donc, votre classe, donc par exemple, utilisateur repository. Cette interface peut ne pas contenir de méthode car tout est implémenté pour vous au niveau des couches supérieures. Du moment où vous restez dans le standard, par exemple la méthode save que j'ai dû appeler hier en vous démontrant le cascade, là, vous voyez le comportement en cascade, le save, je ne l'ai écrit nulle part. Donc le save que j'ai appelé là et là, je ne l'ai écrit nulle part. Le save, bon, la méthode save, en fait, Il est autogénéré. il est auto-généré pour vous. Il est généré où, à quel niveau? Eh bien, au niveau supérieur, c'est Spring qui l'a implémenté pour moi. Il est implémenté, ou bien en tout cas déclaré dans le CRUD repository ici, save. Find one, vous passez l'identifiant d'un utilisateur et vous récupérez ces détails. Eh bien, vous n'avez rien à implémenter. Vérifiez si un utilisateur existe, vous n'avez rien à implémenter. Récupérez la liste de tous les utilisateurs, vous n'avez rien à implémenter. Supprimez tous les utilisateurs, vous n'avez rien à implémenter. Pourquoi? Parce que lui, il le fait pour vous. Spring Data. Le delete all from, hein? Select from where ID égale à create, hein?
insert into donc la table utilisateur en passant les paramètres. Vous n'avez rien à faire, tout est fait pour vous. Voilà. Donc, dans repository, on fait quoi? On fait toutes les classes de chaque entité et on associe à chacune des classes une interface, c'est ça? On n'associe pas, on implémente. Oui, implémente. C'est ça. C'est ce qu'on va voir là maintenant. Ouais, Moi, on c'est va voir. important que vous compreniez ce que j'explique là maintenant, car c'est un prérequis pour la suite. Mais on va détailler ces interfaces par après. Mais je vous donne simplement une vision globale, top-down. Et le but des interfaces, c'est d'avoir que les méthodes, c'est ça? Récupérer que les méthodes. C'est ça, ouais. Déclarer. Urbain, ça te dit quelque chose, crude. ça C'est te pas dit urbain. quelque chose Urbain. Oui? Oui, JPA, oui, ça me dit beaucoup. D'accord. Crude, ça te dit quelque chose CRUD, c'est. Alors, CRUD, C, c'est pour. Attends. Create, read, update. Create, read, voilà. Create, read, update et puis delete. Voilà. D'accord. OK. Et donc alors, la couche repository, donc utilisateur repository, ne peut ne pas contenir de méthode donc, quand on est dans les comportements standards par défaut. Maintenant, quand on liste des utilisateurs, on a besoin d'un système de pagination. Ce système de pagination utilise donc alors des commandes SQL comme limit top pour récupérer par exemple, je vais vous montrer, rafraîchir un peu votre mémoire. Donc alors ici, météo. Donc alors lors du rappel, donc présentation, fil rouge, présentation. Donc vous allez à un moment donné récupérer donc, la liste des clients. Et dans cette liste, ici, vous avez un système de pagination. Là, il va falloir paginer 10 par 10. Donc alors de 20 à 30, vous allez devoir sauter les 20 premières et récupérer les 10 suivants. Donc alors, pour éviter cette implémentation à la main qu'on peut faire en faisant faire la machine, Ethernet a prévu le coup et il vous propose une interface Paging and Sorting Repository. D'accord? Donc cette interface contient deux méthodes find all en passant sort, en passant un objet pageable. Ça va nous permettre de paginer nos résultats. Et les paginer côté serveur. Parce que les paginer côté client, c'est vraiment la plus mauvaise chose que vous pouvez faire en tant que développeur junior. Parce que si votre table contient 5 millions d'utilisateurs, si vous allez récupérer 5 millions côté client sur une tablette ou sur voilà, vous risquez de planter le système. Or, pagination côté serveur, ok, qu'il y a 5 millions, 5 milliards, ça ne changerait rien pour moi. Parce qu'aller récupérer que le 21e record au 30e record n'impacterait pas la machine client, parce que je ne récupère que 10 par 10 à la fois. D'accord? C'est bon, Gladys, tu vois ce mécanisme de pagination côté serveur? Gladys? Oui, j'essaie de comprendre là. Oui. Donc tu vois, parce que quand on pagine par exemple ces utilisateurs, il y a deux manières de faire. Soit alors on va implémenter un code qui va récupérer les 5 millions de clients, côté client, c'est-à-dire sur ta machine à toi en tant que client. Donc tu vas ralentir fortement le système pour n'afficher que 10 à la fois. Ça n'a pas de sens. Effectivement. Ça n'a pas de sens. Alors, ça c'est une mauvaise approche. C'est une mauvaise approche. La bonne approche, je ne récupère que les 10 que je vais visualiser à la fois. Même si j'ai 5 milliards, je n'impacte pas la machine client. Sylvain, tu vois? Tu vois avec moi? Sylvain. Oui, ouais, je pense comprendre. Ouais. Ouais, Ok, donc je on continue. augmente, faut augmenter le nombre des requêtes alors. Si tu fais que 10 par 10 tes pages que tu C'est une récupères sur seule le requête. serveur. C'est une seule requête. Hein. Si tu veux chercher 10 enregistrements, c'est juste une seule requête avec 10 éléments. Tu vois, C'est parce 10, qu'elle charge 10 par 10, donc ça fait moins de poids. Donc, c'est ça. ouais, mais tes allers-retours de requêtes,
C'est seulement par 10 éléments. C'est ça. Et mes allers-retours vers la base de données, parce que ici, à un moment donné, vous allez voir 1, 2, 3, 4, 5, par Ouais, exemple. alors, Il mettons, y a 5 pages. Quand vous cliquez sur le bouton 5, vous allez faire un aller-retour, oui, ouais. qui va aller récupérer les clients de 40 à 50 clients pour les afficher ici. Ouais. Et ta question, c'était quoi, Maxime? C'est savoir si c'était, on a 10 par 10 à chaque fois? C'est-à-dire, pour l'utilisateur, les allers-retours, ça dépend du temps. Parce que si tu mets 1 minute à avoir Non, 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 pas une minute. Voilà. Pas une minute, c'est instantané. Hein. De toute Ici, façon, c'est toi, c'est pareil, c'est toi qui configure aussi. C'est pas obligé que ce soit 10 par 10, ça peut être 5 par 5 ou ça peut être 20 par 20. Oui. Et ça, Voilà. c'est paramétrable dans l'application. Mais quand tu sais pas au début combien il y en a, bon, au début, tu vas tester 10 et puis, ah merde, en fait, il y en a 2000. Donc, je vais les prendre 200 par 200, en fait. Non, non, parce que 200 par 200, t'imagines, ça fait une Si rivière en tu fais dessous 10 par 10 pour d'objets. aller à 2000, à chaque fois que tu fais un aller-retour de requête, ouais, tu vas avoir un réseau rapide. Hein. Donc ici, par exemple, dans cette implémentation, on avait deux vises. Et avant, on avait un système de navigation tout en bas. Elle est toujours ici. On donne la possibilité à l'utilisateur de choisir le nombre de records à Voilà. afficher par page. Voilà, Et voilà. puis, Ça, il faut c'est qu'on ça, affiche tout. c'est malin, ça. Ça va? Tu vois un peu? Ouais, ça, c'est malin, ouais. Voilà. Et quand j'affiche, par exemple, par 10, T'en as ça va 10. plus vite au niveau de la page. Et là, j'ai vous voyez, j'ai mes pages ici. Forcément, tu as 20 pages, parce que si tu as Ouais, 100, ouais, ouais. Là, oui, dans ce cas-là, c'est bien conçu, là. Vous voyez un peu? Et quand je clique sur une touche ici, eh bien, je vais récupérer de 20 à 30, là de 30 à 40, ainsi de suite. Ça va? Ouais, ouais. Et Ouais, dernièrement, parce que il voilà, voulait si tu as une qu'on base de affiche ça. données où Ah, il y a que 10 éléments, une base de données où il y a 2000 éléments, l'option de sélection du nombre de pages, c'est intéressant à la fin. c'est ça, ouais. Mais bon, ces implémentations, une fois que vous êtes devenu vraiment confirmé, vous jonglez avec ça. Hein. N'êtes pas limité. Est-ce que je vous montre? C'est un exemple d'implémentation. Je ne vous dis pas que vous devez faire ça et pas autrement. Vous jonglez avec le code. Vous devenez un artiste du code. Vous voyez? Vous jouez avec le. Et ça, rien à faire. Il faut payer la facture. Et payer la facture, c'est voilà, c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant, c'est monter en compétence. Et Et alors, ça, Mounir, du coup, excuse-moi, le principe de scroll infini, c'est un peu la même chose? c'est Parce que là, exactement, c'est en pagination. Ouais, c'est la même chose. Ouais. c'est exactement la Et même. Et tu joues il y en avec a ça. un qui est plus optimisé que l'autre? Non, sauf que le scroll infini est devenu à la mode. Hein. Quand tu vas sur Google, Ouais. par exemple, si je tape, peu importe. Donc par défaut, en fait, donc oui, il le fait pas. Ah oui, c'est au niveau des images qu'il le fait. Je fais comme ça. Bien, je tape. Donc le scroll à l'infini, il a déjà effectué sa première requête. Et vous voyez le curseur là, quand je vais arriver là, ça remonte. Quand je vais arriver là, hop, ça remonte. Et quand ça remonte, lui, c'est comme il passe, c'est comme s'il passe à la page suivante. Il va chaque fois faire des requêtes. Ouais, il recharge, si c'est par 50, il recharge une densité de 50 juste en dessous, quelques secondes, et Voilà. hop, tu continues. Ouais. Il ne va pas chercher les 5 milliards à record, ça n'a pas de sens. Ouais, tu pouvais pas le faire avec Wittig parce que c'est pas une marque assez connue. Exactement. Parce que si je... oui. Parce que si je tape effectivement Wittig, ça ne va pas. Et donc tout dépend en fait du nombre de records que vous pouvez trouver effectivement. Ouais. Mais voilà, vous avez compris Mais un principe. il n'y a pas plus de lourdeur côté client ou un truc comme ça, quoi. Ça, C'est exactement, ouais, exactement. ok.
Et donc, alors, le genre de demande que vous aurez besoin, par exemple, quand on a implémenté cette fonctionnalité, bah, le client, en fait, il nous a dit oui, mais ce serait intéressant d'avoir ce menu toujours accessible. Ah bah, OK, parce qu'on nous a pris 2 heures pour le faire. Quand on descend, bah, voilà, on le garde en fait fixed. Ça, c'est avec le CS3 qu'on peut faire ça. Il était content. Oui, OK, mais est-ce que vous pouvez fixer maintenant l'entête de la colonne? On l'a fait. Ça nous a pris, je pense, un jour pour le tester sur d'autres navigateurs et l'implémenter. Et sinon, après, c'est continue comme ça va devenir n'importe quoi. Voilà. Donc, voilà. Hop. Ah, mais ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on l'a fait, bah après ça, on saura le refaire. Si on C'est nous ça. redemande la même chose. Et toi, tu capitalises sur ça. C'est ça ton expérience. C'est ça qui va faire un jour, tu vas exiger un salaire quotidien, un tarif journalier plus élevé parce que tu as un cumul d'expérience qui fait en sorte que tu es devenu le développeur de ton client. Voilà. OK, donc alors, ça c'est le Paging and Sorting Repository. Je continue. Eh bien, cette interface implémente GPA Repository. Et celle-là, elle va contenir d'autres méthodes. Mais bon, vous avez compris le principe. Donc alors, Spring Repositories. Donc je vous donne un petit exemple, un bout de code. Donc, pour celui qui va travailler sur Factor Repository, voici ce qu'il va devoir faire. Extends. Donc alors GPA Repository va étendre la classe générique GPA Repository. Il va devoir lui passer l'entité que vous avez créée. C'est comme ça que vous créez les connexions entre donc Spring Data, cette connexion-là, et entre le reste de l'écosystème. Donc alors on va passer. Donc ici, on doit créer une interface, puisque je vois public interface. Ça sera une interface par rapport à. Oui, exactement. Ouais. Donc vous créez une interface. Oui. C'est une interface qui va étendre l'interface GPA Repository. Effectivement, oui. Et il faut mettre la notation repository pour considérer Factor Repository en tant que classe qui va gérer l'interaction avec la base de données. Donc alors, on ne fait pas les classes alors là. Non, ce sont des interfaces. Que des interfaces dans le repository. Oui, ce sont que des interfaces comme tu le vois ici. D'accord. Interface. On se sert de JPA Repository qui est déjà une classe. Ah ouais. Munir, j'ai une petite question. Oui. Tu vois que tu as mis GPA Repository. Est-ce qu'ici, entre facture et long, est-ce que l'ordre c'est important ou on peut les mettre n'importe comment? L'ordre est important, oui. Du coup, il faut mettre d'abord la classe et après le type de l'ID. Voilà, ok. Très important. Et donc alors, vos interfaces que vous allez implémenter dans la mise en pratique de tout à l'heure, bientôt, et alors ce sera ça. Donc alors, ce sera ça. Vous étendez automatiquement l'interface GPA Repository en passant l'entité correspondante et le type de l'ID. Hein. Donc alors, vos interfaces, retenez bien, vos interfaces héritent de l'interface GPA Repository. Donc alors, l'objectif est de banaliser et simplifier l'accès aux données, c'est-à-dire que vous n'aurez plus à créer vos requêtes select, update et ainsi de suite. En tout cas pour les comportements standards. Sinon, vous allez être amené à le faire pour des requêtes personnalisées. Et vous allez le voir avec moi. Donc alors. Et donc alors, ben voilà, ce que je viens d'expliquer, je ne vais pas faire tout ça. On peut utiliser les méthodes liées au CRUD, sans aucun effort supplémentaire. Voilà. C'est un peu la vocation de cette implémentation. Donc alors, ici, moi je vais montrer un peu l'anatomie du code ici. L'analyse chirurgicale. Donc ici, vous avez le CRUD Repository, donc les interfaces donc, offertes par Spring. Donc ici, donc alors là, on est dans le framework Spring, là, ici.
Le CRUD repository. Le CRUD repository, donc alors, est défini par des templates génériques prototypant, voilà, prototypés dans sa signature de classe. Donc ici, la définition d'un type, donc alors est associé à une classe de modèle, comme vous le voyez ici, le GPA repository. Quand on va passer là, par exemple, pour adresse repository, l'entité adresse et le type, donc langue, si vous allez voir. Voilà, vous allez télécharger après, donc alors, une deuxième version de MIDI Smart contenant cette implémentation des repositories. Donc alors, ce que vous voyez là, quand on arrive à la démo, je vais vous demander de télécharger cette version. Donc alors, ça c'est un exemple d'implémentation, donc alors qui est adresse repository. Et alors, tout ce que vous avez à faire, c'est créer cette interface. C'est tout ce que vous avez à faire. Et alors, toutes les requêtes SQL sont gérées pour vous. Ici, je n'ai pas mis implement, car ce n'est pas une implémentation, c'est une extension. Les deux sont des interfaces. Une interface étant une interface. Une classe implémente une interface. C'est pour ça qu'on met implement. Mais là, on met extends parce que ce sont deux interfaces. Donc alors, Pourquoi là, entre les chevrons, t'as pas mis T, virgule ID? attends, juste une seconde. T ID, c'est le modèle, et ensuite toi, tu le remplaces par ce qui correspond à ta table, c'est ça? Oui, donc alors, regardez ici. Donc je pars de l'interface adresse repository, je passe l'entité et le type de l'identifiant. Si je veux voir l'implémentation ou bien le code de GPA repository, donc alors ici, vous allez voir que ici, il y a un type T. Ah, c'est derrière que tu as le T et l'ID. D'accord, ok. Donc T et l'ID, comme vous voyez là, ici. D'accord? Et donc alors celui-là, Et c'est quoi une interface d'interface encore? Ah oui, donc alors ce que vous voyez là, GPA repository, paging and sorting repository, c'est ce que je vous ai montré ici. GPA repository, paging and sorting repository, CRUD repository, repository. Vous voyez? Et c'est exactement ce qu'il y a dans le code. Là. Donc, si tu cliques sur paging sorting repository. Je vais d'abord expliquer cette interface. Eh bien, c'est cette interface qui va me permettre de faire appel. Cette interface fournit ici une implémentation standard et par défaut pour les méthodes usuelles suivantes. Comme vous le voyez, donc alors find all, donc find all by ID, save all, voilà, et d'autres méthodes. Votre bien, donc voilà, c'est l'interface en fait, non, en tout cas les méthodes les plus utilisées. Et pourquoi c'est noté à nos repositories bin au-dessus? Quoi? Pourquoi c'est noté, non pas là où tu étais là, au-dessus de public, de l'interface, c'est noté no repository bin. Bah, ici, là, je suis dans le framework en fait. Ah oui, d'accord, ok. Je suis dans le framework. On peut aller voir en fait la définition, mais quand dans un premier temps, je passe mon permis et je veux me déplacer simplement, donc j'apprends comment utiliser le moteur, c'est-à-dire utiliser le GPA repository, et je ne vais pas aller faire une formation pour voir comment ça marche la soupape. Ça, je peux le faire dans un deuxième temps, mais d'abord, j'ai besoin d'un salaire à la fin du mois. Le GPA repository me propose un service en fait qui me permet d'accélérer ma productivité et être orienté résultat. Mais quand je commence à devenir spécialiste de Spring, là je vais voir donc cette implémentation, je peux le rider. Rétention, je vais voir ce que ça veut dire rétention. À target, je vais l'étudier, hein, voir tout ça. Mais je ne vais pas le faire à ta place dans un premier temps. Là maintenant, à ton stade, tu vois. Ok, donc je ferme tout ça. GPA repository. Je sais que son implémentation va me permettre de ne pas implémenter toutes ces méthodes.
je gagne une demi-journée de travail et je passe à l'étape suivante. Donc, alors, adresse repository, hérite de l'interface GPA repository. Bon, je détaille un petit peu tout ça dans le support de plusieurs manières. Et je l'ai fait exprès comme ça. Je suis sûr que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc, alors, le GPA repository, vous avez effectivement, qui étend à son tour, donc cette interface pour revenir à Maxime, Paging and Sorting Repository. Et donc, alors, Paging and Sorting, il permet la pagination, hein, donc ici. Il va nous permettre de faire une pagination par défaut, donc basée sur l'ID, ce qui permet d'avoir donc alors les mêmes pages. Donc alors, c'est simplement pour pouvoir paginer, en fait. Vous avez déjà une implémentation par défaut pour la pagination. Vous n'avez pas à se prendre la tête avec ça. Et alors, vous avez par exemple la méthode findAll qui retourne les données triées selon un paramètre donné. Souvent, ça se manifeste en fait ici avec des en-têtes cliquables. Donc, vous cliquez, il va changer l'ordre en fait, croissant ou décroissant. Et bon, voilà. Et donc C'est encore alors, une interface. Oui, ce sont toutes des interfaces ici. Stens CRUD repository. Exactement. Et donc alors, On va finir à avoir la classe cette à la fin. interface, pardon? À la fin, si tu recliques encore sur CRUD repository, tu finis sur une classe quand même. Bah oui. C'est ce que je vais faire, mais d'abord, j'explique cette Ouais. interface. Celle-là, il fournit donc des méthodes supplémentaires pour le tri, le find all et la pagination find all, donc pageable. Pageable, ce sera un objet qui contient des paramètres de filtrage. Et donc alors, ici, je profite au passage parce que vous allez devoir l'utiliser, hein, une instance page t. Une instance page t, si vous l'appelez par exemple sur une liste d'adresses. Donc alors, en plus d'avoir la liste des adresses, donc elle va nous permettre de connaître le nombre total de pages disponibles et il déclenche une requête de comptage supplémentaire. C'est ça le page. Si vous voulez, c'est un wrapper. Il va envelopper, il va comprendre, il va contenir la liste que vous avez cherchée à la base. Mais en plus de ça, il va ajouter des métadatas nous permettant le filtrage. C'est ça page, ça ne va pas vous faire peur. Ça va? N'oubliez pas que donc le comptage commence de 0 en Java. Maintenant, je fais un zoom sur CRUD repository. Et le CRUD repository, voilà, c'est ce que je vous ai montré ici. C'est celui-là qui contient les méthodes les plus utilisées qu'on va utiliser. Et lui hérite de repository, comme vous pouvez le constater ici. Voilà. Donc alors. Les repositories, il est défini où? Le repository, c'est une interface définie dans le framework Spring. Comme tu peux le voir ici. Ouais. Mais normalement, une interface, ça doit être implémenté par une classe. Il n'y a pas une classe générique? Ça, tu le fais après avec tes services. C'est ce que tu vas faire après, donc avec de ta couche repository et au niveau de ta couche service. Mais nous, ça, c'est un héritage entre interfaces. Tu ne vas pas hériter de chaque classe interface parente. C'est ce qui t'évite, c'est les interfaces qui t'évitent de les faire, justement. Donc après, c'est toi qui fais la jonction entre ta classe que tu as créée via le premier repo. Tu vois, Max? Ben, Parce que En lui, fait, il Max, sait pas dis-toi, dans repository, l'interface repository, sur quoi tu veux te connecter, ce que tu as créé. C'est toi qui vas faire la jonction entre ta classe et l'interface repository et qui va faire la cascade après. En fait, les interfaces, elles imposent juste le design de ton code d'une certaine manière, en fait. dis-toi que ici, cet héritage qu'on vient de voir maintenant, c'est juste pour organiser les interfaces. On n'est pas dans l'implémentation de ces interfaces. C'est juste une manière de structurer nos interfaces.
L'héritage va se faire à notre niveau, là, quand je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ça va? Là, on structure nos interfaces avec un système d'héritage entre interfaces. On n'est pas encore dans l'implémentation, là. Après, il y a les services. Voilà. Donc, alors, je fais marche arrière, ici. Ah, d'accord, on n'a pas fait l'implémentation, ok. Non, non, on n'est pas encore Ah dans ouais, la... parce que je dis, mais ouais, voilà, c'est ça, où est-ce qu'il va chercher les données, quoi. Oui, on est en train de structurer nos interfaces pour l'instant. D'accord, ouais, ok. Ouais. Et donc, alors, ici, le paging, c'est ce que je viens de vous expliquer. Simplement, vous avez le slide pour cette interface. Ensuite, vous avez le paging avec mes explications, là, ici. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer maintenant. Petit rappel sur le GPA Repository Interface. Donc, alors, fournit des méthodes liées à GPA. Donc, l'interface GPA Repository étant paging, ce que je vous ai montré dans le code ici, ce qui signifie qu'elle possède également toutes les méthodes présentes dans le repository. Et là, simplement, je reprends le GPA Repository que je vous ai montré et j'explique chaque méthode. Hein? GPA Repository. Donc, la génération des requêtes. Donc, alors ici, il faut savoir que Spring Data met en place des queries générant automatiquement des implémentations de Finder basées sur les signatures des méthodes et une nomenclature de propriétés. Donc, alors, ici, si je prends l'exemple de l'interface, donc alors Facture Repository, donc cette interface Facture Repository peut définir les méthodes Find by email et Find by login. Donc alors, c'est juste génial parce qu'en fait, si vous tapez le nom Find by email et vous ne vous trompez pas de la casse ni du nom, ça va? Il faut que email correspond à un nom dans votre entité et dans votre table de base de données. Donc alors, si vous faites comme ça, vous allez, Spring Data va générer une requête recherchant, basant sa recherche sur la propriété utilisateur.email. En passant l'email. Ici, ce qu'il va faire derrière, c'est qu'il va générer la requête select étoile from utilisateur where email est égal à l'email que vous avez passé en paramètre ici entre simple quote. Tu es obligé d'écrire email, tu peux pas écrire mail. Sinon, non, ah non, ça ne marchera pas. D'accord. Ce qui est bien, c'est qu'elle génère en fait la requête ici pour vous. Donc, Find by login, c'est la même chose. C'est un peu le même principe. Et alors, ça, c'est un exemple. Donc, vous, ouais. Donc, optional. Optional, je vous expliquais tout à l'heure page, maintenant optional. Optional, quand vous voyez optional ici, c'est un peu le même principe que page. Donc, alors, simplement, donc c'est une syntaxe qui sert, sert de syntaxe alternative à une utilisation explicite du mot-clé nul. Donc, ici, je vous ai mis un petit snippet qui vous montre avec l'exemple, un exemple sans optional et avec optional. Le fait d'envelopper votre classe avec alors cette syntaxe, en fait, optional, ça va nous permettre par après, alors, de passer par ce code à la place d'utiliser celui-là. Parce que celui-là, c'est un peu verbeux, donc différent de nul. Eh bien, si myObjects, ici, qui n'est pas enveloppé par optional, on doit tester si elle est nulle ou pas, on doit écrire cette syntaxe. MyObject est différent de nul. Or, si on a utilisé myObject enveloppé par le optional ici, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on va dans myObject, on va voir une structure myObjectOptional.isPresent. C'est plus parlant que différent de nul. Voilà. C'est pour cette raison, en fait, qu'on peut utiliser optional. C'est pour rendre notre code lisible pour les anglophones. Eh bien, comme vous avez, alors ici, Find by Email, vous avez d'autres syntaxes que vous pouvez utiliser donc pour générer des requêtes SQL. Donc, je vais voir. Je vais vous montrer Medismart, vous allez voir. Mais d'abord, je vous donne un peu une idée sur ce que c'est. Donc, alors,
Ici, vous avez par exemple l'opérateur by, c'est un opérateur principal. Donc, par exemple, agissons sur la clause where SQL. Ça va? Sur la clause where. Donc, alors, distinct se spécifie un élément unique. Or, un critère d'agrégation ou d'exclusion, c'est, souvenez-vous, hein, donc les conditions complexes là. Quand on met plus qu'une seule condition, on l'avait fait pour chercher un sapin ou bien des clients dans la catégorie A habitant à Toulouse. Le order by, le ask et le desk. Donc le less than, greater than, donc between, after, before. Quand vous avez une liste et vous voulez chercher la liste des clients habitant aux localités Toulouse, Paris, Lille par exemple. Like, not like, souvenez-vous avec le sapin là, like, is null, is not null. Donc not null, not pour dire différent de, in, not in, true, false, soit. Vous n'avez pas ça, c'est une liste non exhaustive, simplement pour vous montrer que vous pouvez utiliser ces opérateurs pour manipuler la génération des requêtes derrière. Et vous avez les requêtes personnalisées. C'est génial parce que Spring, en fait, il ne nous prive pas de créer des requêtes personnalisées. Il va simplement nous simplifier la vie à écrire des requêtes voilà, standards, les générer pour nous, mais il nous laisse toujours la possibilité de faire nos propres implémentations. Et donc, alors, du coup, il est parfois nécessaire d'exécuter des requêtes plus complexes qui ne peuvent pas être générées par Spring Data. Eh bien, ben, on va les faire par nous-mêmes. Ce n'est pas compliqué. Tout ce qu'on a à faire, c'est utiliser la notation @query. D'accord? Cette notation va nous aider pour écrire donc une requête personnalisée. Je répète, le @query va nous permettre d'écrire des requêtes personnalisées. Maintenant, les requêtes personnalisées, on peut les écrire de deux manières. Soit avec ce qu'on appelle le GPQL. Ce sont des requêtes SQL dans lesquelles on peut utiliser les entités, parce qu'on est dans un environnement Java. Soit alors les écrire avec de l'SQL pur. Dans ce cas-là, on va spécifier un paramètre native SQL. On verra. Donc alors, on peut écrire avec Spring des requêtes personnalisées et on peut les écrire de deux manières différentes. Soit alors avec de GPQL, soit alors avec de l'SQL comme vous l'avez vu sur PHPMyAdmin. Et quand vous utilisez du GPQL, vous allez devoir à un moment donné passer des paramètres parce que quand l'utilisateur va cliquer sur un client, suite à ce clic, on va récupérer l'identifiant de ce client. On va devoir le passer à notre requête SQL. Voilà. Ici, par exemple, vous avez un paramètre. Pour le passer à votre requête, vous allez passer ce paramètre à cette annotation @param. Vous mettez le nom ici. Et ce nom va contenir la valeur provenant de l'interface finale de l'utilisateur. Et cette valeur va être transmise à cette requête, ici, à cette variable. Donc, petite attention pour la syntaxe de cette variable. On va la préfixer avec les deux points, ici. Voilà. Et donc, alors, cette requête va être exécutée. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous retourner, dans cet exemple, une liste de produits. Dans ce cas-là, Maxime, le nom de ma méthode, je peux utiliser ce que je veux comme nom. Pourquoi? Parce que l'implémentation, c'est moi qui l'ai faite. Ce n'est pas Spring. Et ici, avec mon select, je vais récupérer la liste de tous les produits qui ont un prix inférieur à prix limite. D'où leur type de retour liste products. Liste products. L'avantage avec le JPQL, c'est qu'il va nous retourner donc alors les records de la base de données déjà typés, c'est-à-dire dans le bon type. C'est comme le next int, next string avec les applications console Java. Donc alors je n'ai pas à caster ou modifier le type, automatiquement je vais les récupérer dans le bon type ici.
Voilà. Et donc Chose alors, que SQL native, il ferait pas, quoi, par exemple. de quoi? Avec le native SQL, avec l'autre méthode, il faudrait, comme tu dis, lui indiquer le type. C'est ça, ouais. Bah, on verra ça dans un autre exemple. Donc alors, vous avez la possibilité aussi de récupérer, bah, là c'est un autre exemple d'une requête GPQL qui va nous permettre de récupérer, parce que souvenez-vous ici, dans cette application, à un moment donné, on aurait besoin de récupérer, ça c'est le nombre de dépenses totales pour tout l'organisme ou bien le centre médical. Par contre, on aimerait récupérer les dépenses par mois. Vous voyez ça, en rouge c'est les dépenses. Et alors, dans ces dépenses, on va récupérer les dépenses, mais par mois. Le mois de janvier, février, mars, avril, mai. Voilà. C'est un tableau, c'est un objet qui contient deux attributs, le mois et le total des dépenses de ce mois-ci. Et cet objet, on va le récupérer dans une liste. Hein, voilà. Et pour pouvoir avoir cette information qu'on va traduire par après visuellement, sous forme en visuel comme ça, il faut d'abord récupérer ces données. Et pour les récupérer, voici la requête qui va nous permettre de faire ça. Version GPQL. Donc alors, ce qu'il faut faire ici, c'est que dans l'interface détail consultation repository, on va étendre le GPA repository comme d'habitude. Après, vous allez voir que ça va être facile parce que c'est mécanique. Hein. On va passer l'entité détail consultation, on va passer le type ici, et on va écrire notre requête. Ah, je vous ai demandé de briefer sur les jointures dans le cadre de vos masterminds. Ceux qui ont des lacunes et qui ne l'ont pas fait et qui n'ont pas pris l'initiative de le faire vont être embêtés un peu là maintenant. Et cet embêtement, heureusement qu'il est dans le cadre d'une formation, dans un sandbox. Mais si vous ne changez pas votre attitude et vos comportements, ça va faire plus de douleur quand vous êtes dans un vrai projet. Parce que là, ce ne sera pas dans le cadre d'une formation où je vais vous dire, oui, venez, je vais vous montrer. Non. Là, ce sera dans le cadre, mais écoute, bouge un peu. Quoi. Donc les jointures, vas-y, tu dois quand même pouvoir les faire. Ça va? Moi, je ne vous oblige pas en fait à faire quoi que ce soit, mais simplement je vous projette déjà. Vous êtes dans une situation actuelle avec moi. Moi, je veux ramener certains parmi vous à une situation désirée. J'espère que ce sera tout le monde, mais parfois, voilà, ce n'est pas tout le monde. Et alors, dans cette situation désirée, donc alors, je vous donne les ressources, je me mets à votre disposition, je mets des outils, et alors, il y a une partie que vous devez faire en fait ici pour qu'on puisse travailler d'une manière un peu complémentaire. Donc alors, ici, cette requête qui va nous permettre d'avoir ce genre d'interface pour séduire votre futur employeur qui vous choisissez vous et pas les 35 autres, eh bien, voici la requête qu'il faut comprendre et il faut essayer et implémenter. Donc alors ici, cette méthode, je l'ai écrite moi ici, donc Some Consultation by Month. Hein, je vous incite à utiliser des noms en anglais, d'accord? Parce que ce n'est pas loin de vous devoir collaborer avec des flamands, des néerlandophones. Les néerlandophones comprennent très bien l'anglais. Vous ne comprenez pas le néerlandais. Donc alors faites-le déjà maintenant, utilisez le néerlandais. Ça peut se présenter. Voilà. Donc alors cette méthode, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me retourner alors une liste d'objets de type Sam by Month série DTO. C'est une classe que j'ai créée tout simplement. Et cette classe, qu'est-ce qu'elle va contenir? Parce que mon besoin, c'est quoi? C'est une liste de paires chaque fois mois, valeur, mois, valeur, mois, valeur, mois, valeur, mois, valeur. Vous l'avez compris? Donc alors, ma requête, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sélectionner, elle va alimenter cet objet. Je vais vous le montrer. Donc c'est Sam by Month. Voilà. Sam by Month. Comment tu as fait? Ben, je n'ai rien fait, je n'ai même pas réfléchi pour faire ça. Je sais que j'ai besoin de ces informations.
Et donc, alors, je vais utiliser un objet que je vais rappeler dans une boucle, avec deux valeurs, moi, mon temps. Ben voilà, donc sum by mon série DTO, moi, mon temps. Ça m'a pris quelques secondes. J'ai généré les accesseurs, hein, et c'est tout. C'est tout ce que j'ai à faire. On va bientôt faire la pause. C'est tout ce que j'ai à faire. Donc alors, j'ai créé mon objet, je vais l'alimenter à partir de cette requête. Eh bien, je vais faire un select. Donc new, je vais alimenter. Pourquoi? Parce que du GPQL, j'utilise Java dans SQL. C'est ça le GPQL. J'ai instancé mon nouvel objet en passant chaque fois quoi? Deux choses. Le montant total et le mois. Donc alors, le montant total, c'est quoi? C'est la fonction somme de l'SQL. En passant les frais, comme ça, il va me calculer la somme. Et le month, il va aller dans la date création de chaque consultation. Ici, cons, c'est un alias de consultation. Il va récupérer le mois. From, à partir de quoi? Donc, je vais aller voir dans Data Consultation Repo. Data et Consultation Repository. C'est ça la requête. C'est ça. C'est Some Consultation by Month. Query. Donc alors, month from consultation. Je vais. Petite astuce pour ceux qui. Voilà, je sais que je vous incite à ne pas dépasser la ligne ici. Pour ne pas scroller à l'horizontale, c'est perturbant. Vous vous positionnez sur n'importe quel string en Java. Là, par exemple, je vais cliquer sur Enter. Il va me créer la concaténation automatique. Il a ajouté le plus et voilà. Donc alors, from consultation, j'utilise l'alias cons et j'ai créé une jointure entre consultation et détail consultation. Et après, je vais utiliser le where, ici, month. Donc alors, je vais utiliser le where. Donc je vais vérifier si le mois n'est pas nul et l'année, en fait, correspond à l'année courante. Pourquoi? Parce que mon tableau de bord, ici, à chaque fois que je rentre, je ne dois pas aller manuellement se dire, oui, je suis en 2021, affichez-moi les statistiques de 2021. L'application d'elle-même va récupérer leur système. Il vous affichera d'une manière dynamique d'elle-même les données de l'année courante. C'est-à-dire en 2022, ça va se mettre à jour automatiquement. Et ça, c'est grâce à quoi? Grâce à cette clause dans le where ici. Ça va? Grâce à ce no. Fonction no, il va retourner l'année courante. Pourquoi? Parce que il est utilisé comme paramètre à cette fonction hier. Récupère-moi l'année courante. Et pour les mois qui ont une valeur non nulle, parce que sinon ça va vous générer une erreur. Ensuite, on va utiliser un group by, on va grouper par mois. Quoi? On va grouper par mois les frais. D'où ce graphe, chaque mois, tous les frais. Si j'effectue 5 frais le mois de juin, les 5 frais vont s'additionner pour me donner cette valeur ici. 10, je ne sais pas, 20. S'additionner, et donc alors grâce à ce somme qui est là. Ça va? Donc ça c'est... Donc alors la requête, on continue après la pause. OK?